Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Quel plaisir de vous retrouver cette semaine encore pour le podcast. Je dois vous dire que aujourd'hui il neige chez nous, il fait particulièrement froid et je me suis donc emmitouflée dans ma couverture pour vous retrouver. Et c'est pour ça que je suis très heureuse que le podcast soit un podcast audio et non pas des vidéos YouTube ou autres, parce que je peux m'installer confortablement avec cette couverture. Alors j'avoue que je me suis offert un joli plaid bleu et doré récemment, qui est mon petit plaisir dans mon bureau personnel. C'est une double incitation à vous retrouver chaque semaine pour le podcast et à passer un petit peu de temps avec vous confortablement, sans faire attention à mon apparence, parce que je pense que si j'étais sur YouTube avec mon plaid autour de moi, je serais ridicule. Mais là, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez vous installer confortablement chez vous, dans votre canapé, ou bien vous pouvez faire vos conduites, faire votre repassage, la vaisselle, fabriquer du matériel pédagogique pour vos enfants, bref, plein de choses, pendant que vous écoutez ce podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement des écrans. Alors si je vous dis problème avec les écrans, vous pensez peut-être à des bébés de 2 ans pour qui la télé sert de babysitter. Vous pensez peut-être à des adolescents totalement accros à leur console de jeu. Vous pensez peut-être au cyberharcèlement qui commence de plus en plus jeune et qui non seulement a lieu à l'école, mais aussi en dehors de l'école et qui prolonge donc la durée du harcèlement sur le temps familial et personnel des enfants. Il y a peut-être beaucoup de sujets comme cela qui vous viennent en tête. Peut-être aussi, à l'inverse, la règle des 3, 6, 9, 12. Pas de télé avant 3 ans, pas de console avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Cette règle d'ailleurs qui peut être contestée, mais peut-être que vous avez ça en tête. Mais avez-vous pensé à vous-même et à la façon dont nous, les adultes, nous sommes totalement accrochés à nos écrans? Alors, je suis bien placée pour vous en parler, puisque, de par mon travail, je passe énormément de temps sur les écrans. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des formations en ligne. Donc, ma vie professionnelle se déroule sur Internet. Mon assistante, avec qui je travaille depuis des années, est une assistante virtuelle. Alors, elle est parfaitement réelle, c'est une personne réelle, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés physiquement. Nous travaillons exclusivement à distance. Nous nous voyons depuis longtemps, nous nous réunissons par Skype toutes les semaines, etc. Mais tout ça grâce aux écrans. Et puis grâce à mon smartphone, sachant que j'ai des horaires un petit peu décalés, puisque le matin, je me concentre surtout sur l'instruction des enfants. Certaines après-midi, comme le mercredi après-midi, il y a des activités auxquelles il faut que je les emmène. Bref, je n'ai pas des horaires de bureau classiques. Je travaille beaucoup l'après-midi, le soir, le week-end. Donc avoir un smartphone, ça me permet de pouvoir répondre à un mail rapidement entre, je sais pas moi, un rendez-vous chez le dentiste et un passage au drive. Bref, ma vie utilise énormément les écrans. Et je pense que je ne suis pas la seule. Même si votre métier n'est pas aussi connecté, aujourd'hui, quel que soit votre métier, vous avez sûrement au moins une boîte mail. Et vous avez probablement tendance à lire vos mails sur votre smartphone ou à passer peut-être plus de temps que vous le souhaitez sur les écrans. Mais comment être crédible face à nos enfants ? Comment leur demander de réduire leur temps d'écran alors qu'ils nous voient toute la journée passer de l'ordinateur à la télé, de la console au smartphone, et en étant de moins en moins disponibles pour eux, tout en étant physiquement peut-être plus présents. Il se trouve que tout est fait dans les nouvelles technologies et Internet en particulier pour nous maintenir attentifs, pour conserver notre attention plus longtemps. C'est le fameux espace de cerveau disponible, Internet, comme la télévision auparavant, les réseaux sociaux, etc., veulent garder notre attention le plus longtemps possible. Et pour ça, ils savent très bien s'y prendre.
Je sais que je vous parle de temps en temps d'Instagram et des Reels. Vous avez des Reels qui durent 15 secondes. Et toutes les 15 secondes, vous passez à un nouveau Reel. Ce sont des petites vidéos très courtes. Et toutes les 15 secondes, vous avez un nouveau shoot de dopamine. Ça vous récompense, en fait. Vous avez l'attente, qu'est-ce que je vais découvrir dans cette nouvelle vidéo de 15 secondes. Et ça, toutes les 15 secondes. C'est comme si vous aviez un shoot de drogue toutes les 15 secondes. Alors après, ne soyez pas étonnés que vous soyez accrochés à votre réseau social préféré, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, peu importe. Tout est fait pour nous maintenir en haleine. Vous allez sur un site, même des sites d'actualité, des sites pour avoir une information sérieuse. Vous finissez de lire votre article, ou même au milieu de votre article. Vous avez 15 000 liens vers des sites un peu clickbait, des putaclics, comme on peut dire, mais des titres qui vous attirent, qui vous accrochent, qui vous donnent envie de cliquer. Tout est fait aussi pour personnaliser ce que vous voyez sur Internet en fonction de vos centres d'intérêt, de vos passions, avec tout le jeu des cookies, etc. Donc c'est normal que ce soit très difficile de réduire notre temps passé sur les écrans. Et pourtant, ça reste absolument indispensable. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques outils que je vous propose et qui personnellement m'ont aidé par le passé ou m'aident encore actuellement à améliorer les choses. Et nous allons parler à la fois d'outils techniques, mais aussi de changement d'approche psychologique. Parce que la psychologie a un rôle énorme à jouer là-dedans et il est important de comprendre ce qui se passe réellement au-delà de ce mécanisme de la récompense. Je regarde quelque chose, j'ai un shoot de dopamine, je passe à autre chose, j'ai un nouveau shoot de dopamine, etc. Vous savez, de mon côté, je me suis rendu compte récemment que j'avais besoin de me replonger dans le sujet parce que justement, à force de travailler le soir, je me suis aperçue que j'avais du mal aujourd'hui à regarder un film sans rien faire. Sans bricoler, sans répondre à des mails, sans faire de l'administratif, sans faire des tâches qui ne prennent pas toute mon attention, mais c'est comme si je n'arrivais plus à concentrer toute mon attention sur un film et que j'avais besoin de la partager pour me sentir suffisamment récompensée, si vous voulez, en termes de ce que je perçois au niveau de mes sens. J'ai un peu besoin d'une surstimulation, voilà. Et autant il y a des films qui franchement ne méritent pas une attention complète, autant il y en a d'autres pour lesquels c'est vraiment dommage. Et nous avons par exemple commencé à partager avec nos aînés la série de la BBC Sherlock, que j'ai énormément aimée au moment où elle est sortie, et c'est une joie pour moi de la partager aujourd'hui avec nos plus grands. Et une série comme celle-là mérite qu'on la regarde avec toute notre attention, parce qu'elle est incroyablement riche, le rythme est rapide, c'est une remarquable série. Alors je me suis replongée dans des notes que j'avais prises il y a très longtemps, et ce que je vais vous dire, je le dois en grande partie à un auteur qui s'appelle Nir Eyal, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est l'auteur du livre Hooked. Il y a peut-être une traduction en français, je suis désolée, je ne la connais pas. Mais voilà, Hooked de Nir Eyal, qui aborde justement les choses à la fois du point de vue de la psychologie et qui donne en même temps des conseils techniques. Donc j'ai entendu une interview de sa part qui m'avait beaucoup inspirée à l'époque et j'avais fait quelques recherches justement pour approfondir le sujet. Ça fait longtemps que je voulais partager tout ça avec vous. Le premier changement de paradigme à prendre en compte, c'est que la première source de distraction est interne. Vous vous dites peut-être que si je passe mon temps sur les écrans, c'est à cause des titres putaclic, c'est à cause des réseaux sociaux, c'est à cause de la publicité, c'est à cause, vous savez, du faux suspense dans les émissions de télé où avant la pub, on vous dit « et ça, nous le verrons après la pub », etc. En réalité, et c'est très important à comprendre, en réalité, la première source de distraction est interne. Généralement, lorsqu'on se laisse distraire, d'ailleurs, entendez bien cette formulation, je me laisse distraire. C'est moi qui fais une action. J'accepte, je me laisse faire, je me laisse distraire par quelque chose. Eh bien, généralement, c'est que l'on n'est pas prêt à faire face à un certain inconfort.
On essaie de fuir, d'une façon ou d'une autre, l'inconfort, l'ennui, de la peur ou de l'anxiété. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait commun à la plupart des actions humaines. La première motivation des actions humaines, c'est d'échapper à l'inconfort. Vous croyez peut-être que la première motivation des actions humaines, ce sont les récompenses ou les punitions, la carotte ou le bâton. En fait, la première motivation, c'est d'échapper à l'inconfort. Et donc, apprendre à gérer son temps, et notre temps sur les écrans en particulier, ça revient à apprendre à gérer la douleur, ou en tout cas l'inconfort que nous pouvons ressentir. Et il y a 3 façons de réagir lorsqu'on est distrait. Premièrement, on peut blâmer les autres, Internet, les GAFA, sans pour autant chercher à changer nous-mêmes. Bref, on se déresponsabilise. Ah bah oui, mais c'est pas ma faute. En même temps, ils font tout sur Instagram, ils font tout sur Facebook pour qu'on reste scotché à nos ordis. Ok. Ça ne fera pas avancer le schmilblick, si vous voulez. Donc là, cette solution vous donne une bonne excuse, ça vous déresponsabilise. Peut-être que vous êtes du coup plus à l'aise avec l'idée de passer trop de temps sur les écrans, puisque ça n'est pas de votre faute. Mais ça ne fera pas changer les choses. Deuxième façon de réagir, on peut avoir honte. Et se dire, oh là là, j'ai encore passé 2 heures devant une série, j'ai encore passé 1 heure sur Facebook, voilà, j'ai passé trop de temps devant les écrans, et ressentir de la honte. Seulement, il y a Brené Brown qui a beaucoup travaillé sur le sujet, en particulier ce sujet de la honte. On le sait, la honte ne fait pas changer. La honte, c'est simplement se complaire, en fait, dans le sentiment de notre petitesse, de notre incapacité. Et là encore, en fait, ça nous déresponsabilise. Et puis, petit effet contre-productif, plus on ressent de la honte, plus on a envie d'échapper à cette honte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse distraire encore plus. Troisième façon de réagir quand on est distrait, assumer sa responsabilité et reprendre en main l'usage que l'on fait d'Internet. Et c'est celle-là que je vous propose aujourd'hui, évidemment. Ne pas chercher à blâmer les autres, ne pas s'attarder, ne pas ressentir de la honte sur ce que l'on fait. C'est pour ça que vraiment je voudrais vous déculpabiliser. On le fait tous. Et on a sans doute tous le sentiment d'être de mauvais parents parce qu'on passe trop de temps sur les écrans. Cette culpabilité ne sert à rien. Derrière, on peut assumer ses responsabilités. Et vous pouvez retenir peut-être cette petite phrase qui, moi, m'aide beaucoup. Ce n'est pas de votre faute, mais c'est votre responsabilité. Ce n'est pas de votre faute. Effectivement, il y a des facteurs extérieurs. Il y a plein de choses qui font que vous êtes accro à vos écrans. Mais ça reste votre responsabilité. Prendre conscience de cela, c'est absolument fondamental parce que nous pouvons avoir toutes sortes de distractions. Je vais vous donner des exemples de ces derniers mois, de choses qui ont pu être des distractions. Des parties de solitaire, des mangas en ligne, du style webtoon, au cours des dernières années, peut-être des 10 ou 15 dernières années, des jeux en ligne, avec un site comme Congregate, par exemple. Les livres ont parfois pu être une distraction, des BD pédagogiques, ça peut être une distraction. Ça ne veut pas dire que je n'y apprends pas des choses. Par exemple, récemment, j'ai lu La folle histoire des plantes, que je trouve extraordinaire comme BD, et j'y ai appris plein de choses. Mais ça peut être une distraction. Mais la distraction au bon moment, la distraction dans un moment de loisir est une bonne chose. La distraction dans un moment où on est... En fait, c'est justement la différence entre une distraction et un loisir. C'est-à-dire qu'un loisir, il est librement choisi. Une distraction, ça nous fait dévier du droit chemin. C'est-à-dire qu'on s'est fixé un objectif. On a quelque chose qu'on a envie de faire profondément, qu'on veut faire. Et on ne le fait pas, on se laisse distraire, dévier du bon chemin. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir d'autre comme distraction? Ça peut être Instagram, avec des reels. Ça peut être... Facebook, ça peut être des petits jeux du style Nonogram, Wordle, il y a plein d'applications sur les téléphones. Voilà, tout ça, ça peut être des distractions. Et donc tant que vous n'avez pas résolu la cause réelle de la distraction, si vous mettez en place les stratégies, les outils techniques dont je vais vous parler un petit peu plus tard, d'accord, vous allez réussir à
tuer peut-être 7 distractions précises. Effectivement, si vous désinstallez l'application, si vous mettez tous les livres distrayants, disons, qui ne vous apportent pas grand-chose, dans une armoire bien fermée, loin de la vue, évidemment, tout ça, ça va vous aider. Et j'ai plein d'outils à vous proposer là-dessus. Mais vous allez simplement changer de distraction et passer à une autre, si vous n'avez pas résolu le problème psychologique interne. Quel inconfort est-ce que vous essayez de fuir lorsque vous vous laissez distraire? Alors, pour justement avancer, faire des progrès dans le domaine, je vous propose 4 angles d'attaque. Le premier, c'est de faire attention aux déclencheurs. Il y a des déclencheurs externes, je vous en ai parlé, par exemple, peut-être que vous voyez une application sur votre téléphone. Peut-être que vous voyez un titre aguicheur sur votre ordinateur. Mais ce déclencheur externe n'aura généralement pas d'effet sur vous s'il n'y a pas un déclencheur interne. Et c'est sur celui-là que j'aimerais que vous vous concentriez. Qu'est-ce que je ressens là, tout de suite? Quand on ressent l'envie d'aller vers une distraction, ce que je vous propose pour démarrer, c'est simplement d'attendre 10 minutes et de vous dire « Ok, je vais ouvrir mon petit jeu en ligne sur mon téléphone, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais d'abord, j'attends 10 minutes. » Par exemple, peut-être que vous êtes à la queue à la poste et que vous aviez très envie de passer le temps et donc vous essayez d'ouvrir Facebook ou TikTok, peu importe. Eh ben non, vous allez attendre 10 minutes et essayer de comprendre. Alors, ou bien vous pouvez, par exemple, si vous étiez distrait alors que vous étiez en train de travailler, vous pouvez reprendre votre travail. Mais si vous étiez distrait alors que vous ne faisiez pas quelque chose de particulier, vous pouvez simplement rester là pendant 10 minutes avec les émotions que vous ressentez. Les ressentir pleinement, essayer de les identifier, ce qui n'est pas toujours évident, on n'a pas toujours le vocabulaire pour. Je vous renvoie là-dessus à mon podcast sur comment gérer ses émotions. Mieux apprendre à gérer ses émotions. Rassurez-vous, tous les liens que je mentionne sont dans les notes de cet épisode, donc vous pourrez le retrouver facilement. Et essayez de comprendre, voilà, qu'est-ce que je ressens? Je vais le ressentir pleinement. Et souvent, après 10 minutes, vous réaliserez que vous n'avez plus envie, vous ne ressentez plus le besoin de vous laisser distraire. Deuxième angle d'attaque, apprenez à prendre du temps pour ce qui est vraiment important et à faire le tri entre ce que vous voulez réellement faire et ce qui n'est qu'une distraction. Et ça va être différent pour chaque personne. Je vous parlais de la BD La folle histoire des plantes. Encore une fois, si je la lis pendant mes moments de loisir, c'est une façon intelligente, enrichissante, passionnante d'occuper mes loisirs. Si je me mettais à la lire au lieu d'enregistrer ce podcast, que je vous ai promis le mardi, à ce moment-là, ça serait une distraction. Donc, qu'est-ce que je veux faire réellement? Eh bien là, tout de suite, ce que je veux faire, c'est enregistrer ce podcast. À 22h ce soir, ce que je voudrais faire, ce sera lire. Et voyez que chaque chose peut avoir sa place. Et certaines choses n'auront pas leur place du tout. Et c'est très bien. Donc apprenez vraiment à bloquer du temps pour les choses importantes. Si ce temps est bloqué, s'il est officiellement consacré à une tâche utile pour vous, vous serez moins tenté d'être distrait. Troisième angle d'attaque, mais vous voyez que ce troisième angle, il vient après le premier, qui était de faire attention aux déclencheurs psychologiques. Troisième angle d'attaque, utilisez des astuces pour limiter les déclencheurs externes, qui sont des stimuli. Vous rencontrez un stimulus et hop, vous basculez vers la distraction. Et ça devient un schéma qui se répète. Alors je vais vous donner, encore une fois, vous allez avoir toutes les références, tous les noms de ces applications, de ces extensions dans les notes de cet épisode. Mais je vais vous donner quelques exemples de ce que vous pouvez mettre en place et de comment ça peut vous aider à contrer, disons, tout ce que les GAFA ou Internet en général fait pour attirer votre attention. Justement, on peut utiliser Internet contre Internet. Comme dans toutes les technologies, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc là, on va l'utiliser pour nous rendre service plutôt que l'inverse. Par exemple, si vous allez sur Facebook, peut-être que vous y allez avec une idée bien précise. Tiens, je vais aller sur tel groupe pour voir quels sont les échanges. Par exemple, moi je fais partie de groupes Montessori, de groupes IEF, d'instruction en famille. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur Facebook ?
on voit ce que Facebook appelle le feed, le flux. On voit plein de publications suggérées par Facebook qui veut qu'on les regarde. Et évidemment que ça attire notre regard. Pourquoi ? Parce que Facebook fait tout par son algorithme pour nous proposer des contenus intéressants, pour qu'on passe plus de temps sur Facebook, pour qu'on regarde plus de pubs sur Facebook, pour que Facebook reçoive plus d'argent. Eh bien, il y a une extension qui s'appelle Kill the Feed. Avec cette extension, si vous l'activez, eh bien, vous avez simplement Facebook sans ce flux d'actualités et de publications. Vous avez votre profil sur la droite, vous avez, comme là où il est habituellement, et vous pouvez faire une recherche, aller dans tel groupe qui vous intéresse, aller voir les trucs que vous avez enregistrés, bref. L'utiliser dans un but bien précis sans être distrait par le flux. Donc ça, c'est l'extension Kill the Feed. Ça se rajoute à votre navigateur. Un petit peu dans le même genre, vous avez Inbox When Ready. Ça, c'est pour gérer votre boîte Gmail. Mais ça existe probablement avec d'autres boîtes mail. Moi, j'utilise Gmail. Je ne suis pas là pour faire de la publicité. Je ne suis pas là pour défendre Google ou quoi que ce soit. Il serait sans doute bon que j'utilise autre chose. Par souci de praticité, c'est ce que j'utilise. Et bien, de la même façon, lorsque je vais sur ma boîte Gmail, généralement, c'est avec une idée... Pas généralement, mais la moitié du temps, c'est avec une idée bien précise. Je cherche un mail en particulier pour avoir une information. Ou je veux répondre à quelqu'un parce que j'ai une information, donc je peux donner suite. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'arrive et je vois toute ma boîte mail. Donc forcément, qu'est-ce que je fais ? Je clique et je commence à trier, à répondre à mes mails. Donc vous avez cette extension, Inbox When Ready, qui vous permet de n'afficher la boîte de réception que lorsque vous le souhaitez. Par défaut, vous avez du vide. Vous pouvez toujours faire une recherche dans vos mails, accéder à tous vos mails, mais vous ne voyez la boîte de réception que si vous cliquez sur afficher la boîte de réception de façon intentionnelle. Et j'avoue que j'apprécie énormément cette extension qui me fait gagner beaucoup de temps. Vous avez un petit peu la même chose avec YouTube. Ça s'appelle YouTube DF. YouTube DF, si vous voulez, pour Distraction Free. Ou de la même façon, vous pouvez faire une recherche sur YouTube, mais vous n'allez pas avoir toutes ces vidéos suggérées. Donc là encore, c'est beaucoup plus efficace. Par exemple, moi, le matin, je fais du yoga grâce à des vidéos sur YouTube. Je peux aller directement sur la vidéo que je recherche sans être tentée d'aller regarder des vidéos d'autres chaînes que j'aime bien, parce que ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez une application pour smartphone, je crois qu'elle existe aussi sur PC, qui s'appelle Habit Lab. Habit comme habitude et lab comme laboratoire. Et c'est une application sur laquelle vous pouvez déterminer des objectifs. Par exemple, ouvrir telle application tant de fois maximum par jour, passer tant de temps maximum par jour sur telle chose, etc. Ça vous permet d'évaluer déjà ce que vous faites à l'heure actuelle, et ensuite de vous fixer des objectifs pour réduire le temps que vous passez sur tel ou tel site, application, etc. Il me semble que Habit Lab a été, je me trompe peut-être, il me semble que ça a été créé par un laboratoire de recherche à Harvard, et par des étudiants d'Harvard. Un petit peu dans le même genre, vous pouvez utiliser des applications comme Forest ou Focus To Do, qui vous permettent de vous concentrer sur une seule tâche. L'idée, c'est que vous dites ce que vous allez faire. Par exemple, avec Forest, l'idée est de planter des arbres. Donc vous dites, par exemple, là, je vais prendre 50 minutes de temps concentré pour mon travail. Peut-être que ça va être là, par exemple, pour enregistrer ce podcast. Et pendant ces 50 minutes, vous avez donc cette image sur Forest d'un arbre qui pousse. Et lorsque vous avez réussi, votre arbre rejoint votre forêt. Et au fur et à mesure, vous pouvez admirer votre forêt et voir le fruit de votre labeur. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous essayez de quitter l'application pendant le temps durant lequel vous vous êtes engagé à travailler, il y a un mode concentration avancée ou quelque chose comme ça, ou concentration extrême, j'avoue que je ne connais plus le terme exact. Si vous cherchez à quitter l'application, vous perdez votre arbre. Et avant de quitter l'application,
on vous dit, est-ce que vous êtes sûr? Vous allez avoir un arbre fané dans votre forêt. Et c'est tout bête, mais on n'a pas envie d'avoir un arbre fané dans sa forêt, même si sa forêt, ça n'est qu'une image sur son téléphone. Ça représente quelque chose. Cet arbre fané, il représente notre échec à rester concentré. Et rester concentré, ça n'est pas de ne jamais rencontrer de stimuli extérieurs qui essayent de nous distraire, mais c'est de sans arrêt revenir à ce que l'on est en train de faire. On dit souvent chez les chrétiens qu'un saint, ça n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours. C'est pareil, on l'entend aussi dans la méditation. La méditation, ça n'est pas de ne penser à rien, pas du tout. C'est d'avoir des pensées qui nous viennent et qu'on relâche et qu'on laisse passer devant nous, auxquelles on ne s'attache pas, auxquelles on ne s'attarde pas, et d'en revenir toujours, souvent dans la méditation, à la respiration, de se concentrer sur quelque chose comme ça de très simple, comme la respiration, pour ne pas s'attarder, réfléchir sur quelque chose. Méditer, c'est un petit peu l'inverse de réfléchir, si vous voulez. C'est observer les pensées qui nous parcourent comme si on les regardait de façon extérieure. Donc voilà, se laisser distraire. C'est pour ça que bien gérer son temps, ça n'est pas ne jamais rencontrer de source de distraction. C'est ne pas se laisser distraire, ne pas accepter, ne pas se laisser entraîner à la distraction, toujours en revenir à ce que l'on fait. Et donc je trouve que cette application Forest, et c'est un peu pareil pour Focus To Do, ça nous incite à revenir à ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai remarqué que toutes les applications qui nous permettent de suivre l'utilisation de notre temps. Par exemple, Toggle. Toggle, il y a un certain nombre de professionnels qui l'utilisent, en particulier des gens qui travaillent pour différents clients, pour dire, voilà, j'ai travaillé 2 heures pour tel client, tel jour. Au total, sur le mois, j'ai travaillé 16h30 pour ce client, etc. Eh bien, sur Toggle, on dit ce qu'on est en train de faire. Voilà, là, je vais travailler sur le podcast. Ce qui fait que si je m'embête, si je commence à aller faire autre chose, même si c'est du travail d'ailleurs, si je commence à vouloir répondre à mes mails, eh bien, si je veux que mon récapitulatif soit exact sur Toggle, je vais devoir aller sur Toggle et modifier ce que je suis en train de faire. Et signaler que je suis en train de répondre à mes mails. C'est un effort. Et quelle est la première motivation des actions humaines? Éviter l'inconfort, éviter les efforts. Donc, naturellement, ça va me dissuader de me laisser distraire. Vous voyez qu'il existe de nombreuses applications comme cela que vous pouvez mettre à profit, que vous pouvez utiliser pour vous. Internet est fait pour vous servir. Profitez-en. Internet a beaucoup de mauvais côtés, c'est quand même agréable quand on peut s'en servir pour nous. Je vous récapitule les 3 angles que j'ai abordés pour l'instant avant d'aborder le dernier. Donc, premièrement, faire attention aux déclencheurs intérieurs en particulier, à ce qui se passe en nous, quelles émotions nous ressentons pour vouloir être distrait. Deuxièmement, prendre du temps et le prévoir, le bloquer pour ce qui est vraiment important. Troisièmement, trouver des astuces pour utiliser les technologies de façon à nous aider à passer moins de temps sur les écrans. Et je vous le répète, toutes les applications dont j'ai parlé sont dans les notes de cet épisode, vous pourrez les utiliser vous-même. Et il y en a sans doute bien d'autres. Il se trouve que moi j'ai un téléphone qui est Android, vous avez sûrement des équivalents sur l'Apple Store. Faites une petite recherche, vous allez trouver, ça existe. Mon but est simplement de vous avertir que oui, ça existe. Servez-vous-en. 4e angle d'attaque, vous pouvez passer un contrat, prendre un engagement avec quelqu'un. Il y a un terme en anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle accountability. Et malheureusement, accountability n'a pas vraiment d'équivalent en français. On le traduit parfois par responsabilité, mais c'est pas vraiment ça. Quand quelqu'un me tient accountable, c'est que quelqu'un me tient pour responsable de ce que je fais. Accountability, c'est le fait de prendre ses responsabilités et de faire un compte rendu à quelqu'un, de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Et c'est cette même racine, rendre des comptes, accountability. Vous pouvez tout simplement appeler un bon copain, une bonne copine, et lui dire, écoute, il faut que je passe moins de temps sur telle chose. Il y a plein de choses qui permettent de mesurer le temps qu'on passe sur différentes applications.
je vais mesurer le temps et puis à la fin de la semaine, je te dirai combien de temps j'ai passé. Et je m'engage à y passer moins de 3 heures par semaine. Alors si vous faites ça, d'ailleurs, vous pouvez proposer un échange, c'est-à-dire que le bon copain ou la bonne copine fasse la même chose et s'engage à limiter quelque chose d'autre. C'est quelque chose que nous avions fait avec l'une de mes belles-sœurs à une époque où nous nous entraînions pour le semi-marathon de Paris. Malheureusement, juste avant que je tombe, enfin malheureusement, c'était une grande joie, mais juste avant que je tombe enceinte de notre 4e enfant. Donc ça a remis en question le projet de semi-marathon, mais nous avions promis de nous entraîner, pas forcément tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Et donc, on s'envoyait les comptes rendus des séances de course que l'on faisait. Et on se gardait accountable. On se rendait des comptes l'une à l'autre. Mais parfois, ça n'est pas évident, parce qu'il faut autoriser cet ami à être très ferme avec nous. Et justement, à nous demander des comptes. Souvent, nos amis sont trop indulgents. Alors, ça n'est pas une mauvaise chose, hein, on a besoin que nos amis soient indulgents, mais nos amis vont nous dire « Ah oui, je comprends, t'étais fatigué, tu te sentais pas bien, bien sûr, je comprends. » Quelque part, l'idéal serait de s'adresser à son meilleur ennemi, si vous voulez. Peut-être que vous avez quelqu'un comme ça que vous ne supportez pas au travail ou autre. En fait, c'est à cette personne-là qu'il faudrait rendre des comptes dans l'idéal. Ou quelqu'un que l'on admire beaucoup. Ça fonctionne très bien. Les conditions pour que ça fonctionne, c'est une honnêteté totale, en sachant que l'objectif est de vous rendre service. Hein, c'est pour vous que vous faites ça, donc il n'y a aucun intérêt à tricher, puisque ça n'est pas vous rendre service à vous-même. Mais une autre possibilité qui existe et qui ne nécessite pas de personnes physiques en face, c'est de passer un contrat avec un site internet qui s'appelle Stick. Alors c'est un site américain. Stick, qui veut dire à la fois le bâton, stick to something, c'est vraiment persévérer dans quelque chose. C'est à la fois la notion de persévérer et de bâton dans l'autre sens. L'idée est qu'on passe un contrat, on s'engage à quelque chose, et ça peut être totalement gratuit, j'ai envie de dire, ou on peut prendre un engagement financier. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est de prendre un engagement financier vers ce qu'ils appellent une organisation anti-caritative, si vous voulez. L'idée est que, si vous ne respectez pas votre engagement, vous vous êtes engagé à verser 10, 20, 50, 100 euros à une organisation que vous ne supportez pas. Alors justement, Stick a choisi des organisations, des associations très clivantes, en particulier pour les États-Unis, mais je pense qu'ils peuvent être très clivantes en France aussi. Et donc, vous mettez votre numéro de carte bleue, donc c'est un site très fiable, de très bonne réputation, mais si jamais vous ne respectez pas votre engagement, l'argent va partir automatiquement. Alors, c'est très américain, vous avez évidemment les pro-life et les pro-choice, donc vous avez ceux qui sont contre l'avortement, ceux qui sont pour la liberté de choix, vous avez les libéraux ou les démocrates, vous avez la NRA, la National Rifle Association, donc pour ceux qui sont pour le contrôle des armes. L'idée de donner de l'argent à la NRA, c'est dramatique. Vous avez des clubs de sport. Il doit y avoir Manchester et Liverpool. Je suis pas sûre, je suis pas du tout une passionnée de football. Vous avez des choses comme ça. Et c'est un engagement que vous pouvez prendre avec vous-même aussi, et vous pouvez avoir un référent. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un parent, un cousin, un ami, auprès de qui vous vous engagez. Et si vous ne respectez pas votre engagement, vous envoyez 10 euros à une organisation que vous ne supportez pas. Ça n'a pas besoin d'être un montant très élevé. Parce que l'idée même d'envoyer de l'argent à des gens qui se battent contre tout ce que vos valeurs les plus profondes, c'est généralement suffisamment dissuasif pour vous éviter de céder. Il y en a pour tous les goûts, vous avez vu, pour les sportifs, les militants, les personnes très intéressées par la politique. Vous avez de tout. Donc encore une fois, je vous récapitule les 4 angles d'attaque que vous pouvez utiliser. Faire attention aux déclencheurs internes en particulier. Prendre du temps pour ce qui est vraiment important. Trouver des astuces et utiliser la technologie pour limiter et éviter les déclencheurs externes, les stimuli. Et quatrièmement, prendre un engagement avec quelqu'un, rendre des comptes à quelqu'un, que ce soit une personne
réel, ou un site internet comme Stick. J'espère que toutes ces pistes vous aideront pour que vous puissiez vous-même devenir davantage maître de l'utilisation de votre temps, davantage contrôler l'usage que vous faites des écrans et évidemment être de meilleurs modèles pour vos enfants. Parce que tout ça, ce sont des choses que vous pouvez leur apprendre aussi. Ah, tu t'ennuies donc tu veux regarder la télé. Ok, d'accord, mais dans 10 minutes. Reste 10 minutes avec cet ennui et on verra si tu as encore envie de regarder la télé. Souvent, les enfants en 10 minutes ont déjà trouvé autre chose avec lequel ils vont jouer, une autre activité, ils n'ont plus envie de regarder la télé. Très très souvent, nous-mêmes parents, nous avons peur de l'ennui de nos enfants. Donc tout ça, ça peut vous aider à donner un meilleur exemple à vos enfants et à les aider à leur tour à être davantage maîtres d'eux-mêmes aussi. Et bien évidemment parce que c'est très très complémentaire. Je vous renvoie encore une fois à mon épisode sur la gestion des émotions. Et on a plein de ressources sur notre bibliothèque de ressources gratuites qui s'appelle le Terrier des Montessori 7. Ça aussi, vous avez le lien dans les notes de cet épisode. Plein de ressources autour de la gestion des émotions, à la fois pour les enfants et pour les adultes. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Votre petite sourisette, Anne-Laure.